Je profite, merci. Je profite de ce petit interstice pour voir s'il y a des questions. Si vous voulez poser, levez la main et je vous apporterai le micro. Aucune question? Oui, vous voulez? Excusez-moi, tenez. Euh, pour les pays, vous avez parlé des pays où se pratique justement la mort, enfin je ne sais pas comment vous l'appelez, par exemple la Suisse. Je vais le tenir. Ah, vous l'avez bon. Enfin, moi je ne suis pas un spécialiste de la parole, hein. Non, c'est normal, c'est pour ça, mais je peux le tenir. Mais seulement dans les pays dont vous avez parlé, la Suisse, la Belgique, l'Espagne, ce ne sont pas non plus des régimes totalitaires. Et s'il y a dans ces pays des gens qui vont à la mort euh, par, euh, par facilité, si on peut dire, certainement qu'il existe dans notre pays des choses qui se passent de la même façon, hein, où le docteur facilite les choses, certainement. Et sûrement au moins dans les mêmes proportions que dans ces pays-là. Et j'ai une autre question à poser. J'en pose. Alors ça, c'est au niveau des EHPAD, parce que j'ai mon épouse qui est en EHPAD. Et je pense que, si vous voulez, je pense que la presse en général a plutôt pas facilité justement l'embauche dans les EHPAD parce que tout le personnel, enfin une partie du personnel au moins, était malheureux dans les EHPAD, était mal payé, enfin, presque ne pouvait pas bien faire son travail. Voilà. La question, c'était si les d'autres pays l'ont fait, pourquoi, alors qu'ils ne sont pas plus totalitaires que le nôtre, ça serait possible ailleurs et pas chez nous. Voilà, c'est un peu la question qui est posée. Donc il y a peut-être une histoire différente, ça serait peut-être plus long d'y répondre. Moi, je trouvais qu'effectivement, dans ce qui était dit, sur le côté un peu qui se ramène à un côté binaire, je suis pour, je suis contre, il y a des questions qui sont peut-être plus essentielles, qui ne seront peut-être pas posées et élaborées, parce qu'on est un peu dans des moyen d'aborder des questions sur un oui, un non. Alors que cette question, on l'a vu dans ce que Marie disait autour du temps de vivre, de mourir, c'est du temps. Et c'est comment une société prend ça en charge et en conception plutôt que de dire bah, faites ce que vous voulez parce qu'on est dans un temps individuel, donc vive la liberté individuelle. Alors que c'est au niveau sociétal que ces questions se posent et c'est important qu'on y apporte une réponse d'une façon ou d'une autre, mais au moins que les questions soient toutes posées, quoi. Voilà. C'était pour en dire mon mot. Je ne sais pas si d'autres questions, oui. Bonsoir, je suis infirmière en soins palliatifs et j'aurais une question. Voilà, il y a les internes qui sont bien encadrés dans mon service. Cependant, j'ai beaucoup d'infirmières qui se plaignent et qui souffrent des fins de vie dans d'autres services, entre autres en la MAG, en médecine interne gériatrique. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, en fait? Et quels moyens on peut faire pour pouvoir... Après, je sais qu'il y a l'équipe mobile de soins palliatifs qui les encadre. Nous, déjà, on leur dit qu'ils peuvent nous appeler. Moi, je travaille de nuit, donc de nuit pour éventuellement les accompagner. Mais les internes, est-ce qu'il y a une formation qui est faite déjà dans leurs études ou est-ce qu'il faut faire d'autres formations? Enfin, il y a vraiment plein de questions que je me pose par rapport à ça. Hier, j'ai eu une conversation avec Didier Sicard qui me disait que c'était justement un des gros problèmes, c'est que la médecine ne s'intéresse plus à la mort. C'est la formation aux soins palliatifs. Moi, quand j'ai fait mon tour de France des régions en 2006, j'ai remis un rapport à Roselyne Bachelot qui s'appelait La France palliative. Je me suis rendu compte qu'il y avait des facultés en France dans lesquelles il y avait seulement 2 heures, des facultés de médecine, 2 heures d'enseignement de soins palliatifs et d'autres 40 heures. Alors évidemment,
l'étudiant en médecine qui a reçu 2 heures, c'est pas la même chose que 40 heures. Et aujourd'hui, me disait Didier Sicard, il y a une sorte de désintérêt des soins palliatifs qui serait finalement, ça vient dans les choix, vous savez, de l'internat. Vous savez, le premier choix, c'est la chirurgie esthétique. Bon, c'est très révélateur de notre monde, hein, quand même. Et puis, en dernier arrivent les soins palliatifs. Et quand on impose à un interne un stage en soins palliatifs, il vit ça comme une punition. Ça montre à quel point la médecine s'est éloignée de quelque chose qui était quand même, faisait partie de sa mission, de soigner jusqu'au bout. Hein. Aujourd'hui, malheureusement, la formation des médecins va dans le sens je dirais, c'est une formation très technocentrée, hein, et qui perd beaucoup en humanisme. Et l'intérêt, c'est très grave en fait ce qui se passe. Franchement, c'est presque un désastre de voir le désintérêt des étudiants en médecine pour l'accompagnement des patients jusqu'au bout. Vous êtes d'accord avec ça? Alors en tout cas, effectivement, je crois que sur Nantes, c'est une dizaine d'heures à l'université de médecine sur le soin palliatif, sur une dizaine d'années, bien sûr. Et puis depuis pas très très longtemps, hein, simplement, parce que c'est pas si vieux que ça qu'il y a quelques heures de soins palliatifs à l'université de médecine. Mais Miguel aura certainement plus d'éléments peut-être auprès des médecins. Moi, ce que j'aimerais dire et répondre à votre question, peut-être que le premier message que j'aimerais partager, c'est que je crois qu'en tant que professionnel de santé, il ne faut pas rester seul. Et je m'autoriserais à dire là, entre nous, qu'il faut conserver sa capacité d'indignation et d'alerte. Les exemples des EHPAD, je trouve, sont assez illustrants sur le territoire, où on voit que lorsqu'une équipe en EHPAD et une équipe de soignants, d'aides-soignantes et d'infirmiers sont particulièrement formées, elles ont un impact pour finir sur les médecins prescripteurs généralistes qui interviennent. Et donc, il ne faut pas désespérer. Je pense que dans les établissements de santé, effectivement, il y a des services qui fonctionnent parfaitement bien et d'autres où la culture est beaucoup moins présente. Je crois que l'équipe paramédicale dans les hôpitaux doit aussi œuvrer par sa sensibilisation, par sa proximité avec la situation de leurs patients, à alerter et ne pas céder. Parce que je sais que certains médecins ont du mal à accepter l'idée qu'une équipe ressource, comme une équipe mobile de soins palliatifs, puisse intervenir dans les services. Mais je crois qu'il faut insister, il faut alerter. Après, j'aimerais avoir un petit mot d'attention vis-à-vis des internes, même si là, c'est peut-être plus Miguel qui pourra rebondir, mais je trouve que les internes sont des tout jeunes professionnels. Mes collègues médecins pourraient en dire bien mieux que moi, mais je crois qu'ils ont une charge extrêmement importante et ils sont souvent livrés à eux-mêmes, avec une forte, avec très peu d'accompagnement sur la manière d'aborder ces sujets-là avec les familles et avec leurs patients. Ils sont souvent très jeunes, on les met au charbon tout de suite, et donc ça pose aussi la question de savoir comment on accompagne ces futurs médecins à la sensibilité que le soin n'est pas qu'affaire de prescription et de traitement, mais aussi de relation avec son patient. Oui, je suis d'accord avec tout ça. On va commencer par une phrase, on peut faire mieux, hein, clairement. Bon, j'enseigne en médecine depuis un certain nombre d'années, en première année, en troisième année et en cinquième année. Donc les tout petits, les moyens et puis les plus grands. Les tout petits sont en P1, enfin en PACES, en PASS maintenant on dit, ils ont des cours de sciences humaines. C'est récent, hein, il y a 10 ans ça n'existait pas. On introduit des sciences humaines dans la démarche soignante. C'est un progrès. Et dans le cours que je fais, qui s'appelle Initiation à la démarche éthique, j'apprends à ces futurs soignants, tout petits, que le patient, c'est avant tout une personne. Et que c'est une personne sujet et pas une personne objet. Déjà, quand on commence à considérer la personne qu'on a en face de soi, dont on doit s'occuper comme un sujet, avec ses doutes, ses différences, ses choix, etc., on a une approche du soin qui est un petit peu moins technique, un petit peu moins peut-être paternaliste, comme on disait dans le temps. Et puis, en troisième année, là, on commence à parler clinique. Hein, on parle des signes, des symptômes, des traitements, des conduites à tenir, ça c'est vrai, mais aussi on considère que, par exemple,
et pas seulement parce que la loi nous y oblige, c'est pas mal de s'intéresser au consentement de la personne. C'est bien d'avoir repéré ce qu'il fallait faire, mais c'est surtout bien de s'assurer que la personne a compris ce qu'on voulait mener comme démarche thérapeutique et qu'elle est d'accord. Et Marie a dit tout à l'heure que l'alimentation pouvait parfois être refusée. Mais la capacité du soignant, c'est d'entendre, d'être en mesure d'entendre ces refus. Parce que des fois, ils ne sont pas exprimés, hein, ce n'est pas verbal, surtout en fin de vie, quand on ne peut pas parler, mais c'est apprendre à repérer l'autre comme un autre, comme un sujet. Et ça se construit. Alors avec les cours en amphi, mais aussi avec les stages cliniques dans les services. Et moi, je suis assez confiant, pas optimiste, BA, hein, il y a des progrès à faire, mais je suis assez confiant sur la capacité des jeunes soignants, je veux dire soignants, pas que médecins, hein, les infirmières, les IPA, enfin voilà, tous les soignants en formation, ils ont ce terreau fertile d'entendre l'autre dans sa différence, de prendre en compte sa volonté. Hier, j'étais dans le jury d'une thèse de médecine générale avec un jeune médecin qui nous faisait part de ses doutes. Le titre de la thèse, c'était Covid et personnes âgées, quelles conséquences? Je vous résume le titre. Et ce jeune médecin nous expliquait comment il y avait une charge émotionnelle à travailler dans un EHPAD en période de Covid. Comment le soir il ramenait à la maison tout le poids de cette souffrance, tout le poids de cette quête de sens. Et ça, il a même dit, et j'ai trouvé ça très courageux, qu'il a remis en cause sa vocation, se disant, mais finalement, est-ce que c'est ça que je veux faire toute ma carrière, d'être à l'envers par rapport à mes valeurs. Et puis il a dit que ça demandait un travail sur soi et puis qu'il ne fallait pas partir battu et qu'il faisait partie de ces jeunes médecins qui pouvaient faire bouger les lignes. J'ai passé une bonne après-midi hier. Je me suis dit, voilà, il faut avoir confiance dans l'avenir. Oui, bonsoir. Simplement un témoignage. Je voudrais parler de la mort. Moi, j'ai accompagné l'amoureuse de ma vie pendant 15 ans, atteinte d'Alzheimer. Donc, j'ai pu voir la mort à l'œuvre pendant des années. Je l'ai vu détricoter tout ce que nous avions construit. Et mon témoignage, c'est de dire que la mort peut être douce. Parce qu'à la fin, je pense que son dernier soupir, ça a été un ouf de soulagement. Et nous avons été accompagnés dans les derniers moments par une médecin extraordinaire qui nous a permis de traverser ces moments vraiment de façon paisible. Et c'est simplement ce témoignage que je veux donner. Et pour moi, la mort peut être douce. Voilà. Oui, juste après ce beau témoignage, juste pour rebondir ce que tu disais, Rodolphe, je sais que sur le thème des soins palliatifs, c'est important que les EHPAD ne restent pas seuls. Nous sommes en partenariat avec Compa depuis 10 ans. Chaque année, on a à peu près 4-5 soignants qui suivent des sessions de 6 jours sur les soins palliatifs. Lorsqu'on a des cas un peu sensibles, il y a des analyses de la pratique où votre équipe vient, des groupes de parole. Enfin voilà, il faut surtout ne pas rester seul et se faire accompagner par des professionnels spécialisés. Et c'est un grand soutien pour l'EHPAD. Bonsoir. Moi, deux, trois petits points. Déjà, un témoignage aussi personnel par rapport à la crise des vocations dans les EHPAD. J'ai ma fille qui était psychomotricienne dans un EHPAD à mi-temps et qui avait déjà des doutes avant le Covid sur la suite de sa carrière, parce que réunionnite aiguë, parce que rentabilité, qui lui faisait oublier ce pourquoi elle avait fait 3 années d'études. Et le Covid l'a convaincue finalement d'abandonner sa vocation
pour se consacrer avec les mêmes diplômes aux enfants handicapés. Donc, manque de reconnaissance aussi, je pense, par rapport au personnel soignant. On n'a pas beaucoup parlé de ça, on parle beaucoup d'argent. C'est le nerf de la guerre, bien entendu, hein, pour tout, pour les handicapés, pour les personnes âgées, pour les crèches, pour tout ce qui est aide à la personne, quelle qu'elle soit. Voilà. La deuxième chose que je voulais, d'abord aussi, une coïncidence, hier soir, j'ai vu un très beau film sur une chaîne payante qui s'appelle De son vivant et qui parle vraiment de façon très forte, très émouvante de la fin de vie, avec la particularité d'avoir un médecin qui joue son propre rôle et qui joue très, très bien d'ailleurs. Et ce film a d'ailleurs valu aussi l'Oscar du meilleur acteur à l'acteur principal du film. Voilà, la dernière chose sur laquelle je voulais revenir. Madame, vous avez parlé de la CNAV tout à l'heure, la CNAV. Voilà, qui a repris, je crois, avec humour le sigle de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Et je voulais savoir si vous pouviez m'en dire un peu plus, ou nous en dire un peu plus, pour savoir comment on peut lire et éventuellement adhérer à ce type d'association qui n'en est pas une, je crois. C'est pas encore une association, c'est un mouvement citoyen, mais il y a une adresse mail que je ne connais pas par cœur, malheureusement. Vous pouvez écrire et dire que vous adhérez. C'est très récent, hein, pour le moment. Ce n'est pas encore structuré. Mais voilà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu 2 réunions. Une première réunion avec Ariane Mouchkine au Théâtre du Soleil. Elle avait accueilli 200 personnes du CNAV. Et d'ailleurs, elle nous avait dit, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là, à une image aussi négative du vieillissement, hein, quel manque d'imagination. Et elle avait interpellé les 200 personnes de plus de 60 ans qui étaient là en disant « C'est à vous, c'est votre responsabilité que de nourrir l'imaginaire de vos enfants en leur montrant que vieillir n'est pas seulement une dégringolade, hein, mais que ça peut être aussi une expérience spécifique, hein, heureuse, féconde, intéressante. » Donc c'était, voilà, ça c'est première réunion. Deuxième réunion sur l'habitat. Il y a une troisième réunion sur la mobilité qui va être programmée prochainement. Et ce sont des réunions Zoom, donc on peut. Et puis il y aura une réunion fin de vie en janvier. Hein. Donc il y a tout un programme de rencontres pour le moment. Alors comment faire pour vous donner cette adresse moi, je pense que si vous tapez sur Internet « Conseil national autoproclamé de la vieillesse », vous aurez le mail. Sinon, je vais le donner à Henri et contacter Henri parce qu'il faut que je recherche. Non, mais je ne le connais pas par cœur. Il est assez simple sûrement, mais je ne veux pas vous induire en erreur. Notre objectif aussi à travers ce spectacle, c'est donner beaucoup d'outils sur le sujet de la fin de vie. Donc en plus des vidéos qu'on va mettre en ligne, on pourra mettre aussi ce genre d'informations. Très bien, oui, voilà. Je vous propose de faire une dernière question, parce que l'après-midi a bien tourné. Ah, il y en avait deux. Alors, bah voilà, vous manifestez maintenant, enfin. Après, il y a une dédicace avec Marie, donc si on ne veut pas terminer trop tard, je vous demanderai d'avoir des questions courtes et peut-être il faut ceux qui répondent des réponses pas trop longues. Donc, monsieur d'abord. Non, juste dire, la loi Néonetti était très bien, je pense. Le problème, je crois, c'est qu'elle n'était pas pratiquée partout de la même façon. On a eu 2 cas proches, très proches, où vraiment on sentait que ça s'était bien passé. Et un autre cas dans un autre hôpital, une clinique, voilà, c'était ma soeur, effectivement, et les gens disaient, ben non, on ne peut pas aller plus vite. Ils continuent à lui mettre du gouttes pour effectivement l'alimenter, etc. Donc voilà, c'est un peu dommage. Je pense qu'elle est très bien si elle est bien enseignée. Ça sûrement revient un peu à ça. Tous les médecins sont pas enseignés pareil. Et puis ma question, c'était à la nouvelle loi sur la fin de vie, quelles limites vous metteriez à cette loi, justement, sur la fin de vie, ce qui doit être compliqué. J'avais demandé des petites réponses, mais là, courage. Je me laisse 3 heures pour ça. Quelle limite à la nouvelle loi?
C'est une très bonne question. En toute sincérité, je ne vais pas pouvoir vous répondre aussi directement que cela. Parce qu'on l'a dit, c'est un dilemme éthique que le comité consultatif d'éthique a même dans ce rapport diffusé le fait que 8 de ses membres avaient émis une réserve et l'a mis dans le rapport, ce qui montre combien dans un comité qui est habitué à réfléchir à des situations les plus complexes finalement, là le sujet l'est particulièrement. La limite que j'entrevois d'emblée, sans aller trop loin sur le sujet, c'est que notre société savante, la SFAP, a fait un petit sondage il y a 1 an pour savoir comment réagiraient les acteurs en soins palliatifs si la loi légalisant l'euthanasie devait arriver. Déjà, 98% des médecins qui ont répondu ont dit qu'ils seraient contre, et 96% de l'ensemble des répondants ont dit qu'ils seraient contre. Et à la question suivante qui était « Qu'est-ce que vous feriez si cette loi devait être mise en œuvre ?» C'était il y a 1 an, donc on prend des guillemets et on voit comment les choses arriveront. Eh bien, à cette question, 1 tiers ont répondu qu'ils démissionneraient et 1 tiers ont répondu qu'ils utiliseraient la clause de conscience. Donc dans le contexte actuel, où il nous manque de professionnels et que nous n'arrivons pas à maintenir ouverts des dispositifs et des équipes pour apporter du soutien, ça c'est une première limite. De savoir comment on va, à quel nombre on va rester après cette histoire-là, ce cadre législatif peut-être nouveau qui arrive, comment nous allons réussir à parvenir, et je veux le dire plus positivement, ensemble, partageant les mêmes valeurs de l'accompagnement dans cette dernière tranche de vie, comment nous allons réussir à être solidaires pour maintenir et préserver une capacité d'accompagnement malgré une loi qui légaliserait la possibilité de donner la mort. Voilà, c'est la limite que je verrais personnellement. Oui, bonjour. On est dans une société où finalement bon, la mort ne fait pas partie de notre culture, on peut dire ça comme ça. Et en même temps, la vieillesse est relativement récente. J'entendais mon père, qui était un vieux chirurgien, qui dit que la gériatrie, c'est une discipline relativement récente. Donc on n'a peut-être pas le recul et on a peut-être besoin de construire quelque chose, d'inventer quelque chose. Et je pense que c'est l'objet de cette table ronde ici, là. Et donc il y a peut-être un relais probablement par d'autres professionnels, d'autres associations, d'autres médias. Je voulais apporter aussi la notion, je viens de passer 15 ans en Asie, où ils ont une culture complètement différente. Pas forcément médicale, mais de la relation humaine et de la relation à l'âgé, à la personne âgée et même à la personne décédée, qui est respectée. Et le travail, si je peux parler de travail, l'amour que cet monsieur a partagé en s'occupant de sa femme jusqu'à la fin de sa vie, soutenu par du corps médical, ce sont des solutions, mais ça vient du public, on n'a pas besoin de l'institution pour ça. Donc c'est l'ouverture, on peut revenir à ça, c'est l'ouverture du cœur d'abord, mais c'est une culture à créer. Voilà. Donc merci à vous tous d'en faire partie en tout cas. Oui, bonjour, moi j'en reviens plus sur l'histoire de la loi en fait, sur le... Ouais. Je crois qu'en fait, du tout, il y a une vraie méconnaissance de la loi et un vrai manque de moyens. Enfin, moi, j'ai accompagné ma sœur, qui était, donc moi, c'est plutôt dans le cadre des cancers. En fait, il y a une vraie incompréhension sur la fin de vie, sur ce à quoi on peut avoir droit, sur la personne de confiance quand on nous demande de remplir le papier, parce que moi, je sors d'un cancer aussi, donc c'est juste un papier administratif de plus qu'on nous demande, alors que c'est d'une importance quand même assez folle. Enfin, bon. Savoir que la sédation peut se faire aussi à domicile, mais il faut connaître les conditions aussi à domicile, qui peuvent être, moi ma sœur c'est à l'hôpital, à domicile c'était pas possible, parce que je crois qu'il faut 2 médecins pour entamer la sédation. Elle habite en Nord-Loire, les 2 médecins qui pouvaient le faire étaient au Sud-Loire. Il y a des choses comme ça, quoi, qui sont hyper importantes en fait. Si l'infirmier qui venait la voir m'avait pas mis au courant, en fait, ça aurait été plus compliqué en fait de l'emmener à l'hôpital. Enfin bon, voilà, il y a plein de choses qui sont pas. Il y a un manque de moyens et un vrai manque de connaissances de la loi. Et par rapport à ça, j'ai juste un autre truc qui est intervenu dans la pièce et qui n'a pas été. C'est sur les protocoles et sur les essais thérapeutiques. Dans quelle limite les essais thérapeutiques sont pratiqués, sachant qu'on sait qu'une personne n'a plus de chance. Voilà, c'est un problème qui est très souvent posé par les patients, pas forcément et pas du tout par les médecins, mais en tout cas, les patients se posent vraiment la question. Alors certains médecins répondent honnêtement en disant qu'il faut bien des gens pour essayer,
Et que quand on a des personnes en fin de vie, non, c'est un peu d'or ce que je dis. Pardon, enfin, c'est dit comme ça, mais voilà, moi, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Donc, mais ça pose quand même ce problème-là aussi de la communication, en fait, entre le patient et, alors je dis le médecin, mais c'est pas que le médecin. Je trouvais qu'il y a plein de choses dans la pièce, en fait, qui étaient abordées aussi, qui n'ont pas été abordées, en fait, là, sur les problèmes de fin de vie, en fait, sur les problèmes de famille, sur les problèmes, enfin voilà, qui sont accompagnés aussi dans les hôpitaux. Et juste pour finir, il y a aussi tous les soins de support en fait, dont on peut bénéficier en tant que cancéreux. Je trouve que c'est un bon exemple aussi pour en général en fait, parce que justement on nous apprend des choses à vivre le moment présent en fait. Si là, vous avez dit quelque chose de très important s'agissant de la personne de confiance, c'est pas un papier juste à signer, c'est extrêmement important. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Et entre les deux lois Leonetti, la première n'imposait pas que la personne désignée soit informée qu'elle était personne de confiance. La loi Claes-Leonetti a ajouté cet aspect, mais qui me semble très important, parce que c'est une vraie mission très capitale en fin de vie. Un truc que je n'ai pas dit tout à l'heure, je profite d'avoir le micro pour le dire. On parle de la fin de vie, je ferai une différence entre la fin de vie et la mort. La mort, elle est devenue invisible. Et j'en faisais la remarque à mes enfants il n'y a pas très longtemps, c'est des ados, enfin des vieux ados, mais des ados. Je disais quand j'étais petit, on savait que le voisin était mort parce que sur sa maison, il y avait des tentures et puis il y avait l'initiale du monsieur ou de la dame qui était décédé. Et ça incarnait la mort. Et elle n'était pas cachée, elle n'était pas dissimulée, elle était là, faisant partie de la vie. Et puis, j'ai une étudiante il y a 2 ans, 3 ans, qui a fait un travail dans un service de long séjour et qui a interrogé les soignants pour savoir comment ils parlaient de la mort. Et elle s'est rendue compte que dans leur vocabulaire, le mot mort n'apparaissait pas. Madame Machin, elle est partie, elle n'est plus là, etc. Le mot mort a été gommé complètement du vocabulaire. Il y a peut-être un travail aussi de ce côté-là à faire, de la rendre visible, cette mort. Elle fait partie de la vie. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter, parce qu'il fallait des réponses courtes, j'ai entendu. Le micro ne marche plus. 1, 2, ah si, c'est bon. Excusez-moi. Dernière question, si vous le voulez bien, avant qu'on passe dans le hall. Oui, Henri ? Dernière question, oui, pour la dame, peut-être qu'après, reposer la question coincée à Rodolphe dans un coin et il va vous répondre. Oui, ce que j'entends, c'est la question sur les protocoles, sur la recherche, c'est ça ? Oui. Alors, c'est une question effectivement très intéressante que vous soulevez. C'est un domaine de la médecine qui ne peut pas faire l'économie d'une démarche éthique à chaque fois quand elle entreprend d'inclure un patient dans un dispositif de recherche. Alors, la recherche, elle est vraiment graduée avec différents niveaux en fonction de l'objectif qui est attenant à la recherche. C'est toujours avec l'accord, je rassure quand même, toujours avec l'accord et l'explication auprès du patient de l'intérêt et du pourquoi ce traitement va être utilisé. Est-ce que c'est pour tester les effets indésirables? Est-ce que c'est pour tester l'efficacité du traitement? Il est bien précisé tous ces éléments-là, mais il n'empêche, vous avez raison qu'il faut, je dirais, comme nous l'a rappelé la loi Kouchner, informer de manière éclairée, c'est-à-dire bien précisée, et s'assurer que la personne ait bien compris dans quoi elle s'engage quand elle accepte de participer à ces travaux de recherche. Je ne sais pas si tu veux... On peut rajouter qu'il y a, s'ajoutant à ces dispositifs dont parle Rodolphe, le CPP, le Comité de protection des personnes, qui est un étage supplémentaire en matière de recherche. Mais pour revenir à la notion de consentement libre et éclairé, on pourrait rester la nuit sur savoir ce qu'est être libre et ce qu'est être éclairé quand on donne son consentement. C'est une disposition de la loi Kouchner de mars 2002, c'est vrai, mais qui fait l'objet de discussions infinies, notamment quand on a devant soi des personnes qui ont du mal à comprendre ce qu'on leur dit en lien avec leur situation de handicap ou leur maladie, et qui ne sont pas libres tant la douleur, tant la maladie les enferme. Enfin, on pourrait, voilà, il n'y a pas une vision globale à avoir, là. Il faudrait vraiment s'assurer d'une vision extrêmement singulière
personne par personne. Mais c'est un vrai sujet, hein, le consentement libre et éclairé, oui, oui, c'est compliqué. Je me permettrai de témoigner de quelque chose. Je suis souvent interrogée au téléphone par des personnes malades qui me disent, voilà, qui sont en cancer très avancé, disons en phase terminale, et qui me disent, le médecin me propose tel protocole, justement. Et je leur dis simplement, demandez à votre médecin, docteur, pouvez-vous m'assurer que le traitement que vous me donnez va me faire du bien? Et en avez-vous la preuve scientifique? Là, je peux vous dire que quand les patients demandent, là, on voit que tout de suite, hein, le médecin qui ne peut pas répondre à cette question ou celui qui peut y répondre. Bon. Mais c'est aussi une façon d'éclairer. Oui, une dernière question, je suis là. Ancien médecin et ancien aumônier en hôpital, et donc je vais parler en tant que de cette fonction d'aumônier. D'abord, 2 illustrations. On visitait donc une personne de 85 ans. Ses sœurs me disaient, elle est totalement out, donc si vous pouvez juste lui tenir compagnie. Et donc, on l'a visité pendant 5-6 semaines, et au bout de 6 semaines, je me suis aperçue que cette personne avait en fait toute sa tête, mais c'est que c'était juste les autres qui n'entendaient pas ce qu'elle disait. Et à cette visite, elle me disait, je ne veux pas, mes sœurs veulent me mettre en EHPAD, mais je ne veux pas, parce que ma mère est morte en EHPAD. Moi, je veux rentrer chez moi, mais je vais être bien obligée parce qu'elles ne pourront pas s'occuper de moi. Deuxième histoire dont je voudrais vous parler, un homme qui me disait, qui à la fin m'a dit, je vais vous donner de l'argent si vous pouvez m'aider à me faire suicider. L'histoire de cet homme, il me disait, ça fait depuis 2018 que je suis tout le temps à l'hôpital, je rentre, on me renvoie en hôpital, je rentre, on me renvoie en hôpital, mon corps est une loque, j'ai toute ma tête, j'ai bien vécu ma vie, j'en ai assez, je veux rentrer chez moi, mais le médecin n'accepte pas, pour appuyer votre dire, Monsieur Moquet, parce qu'on ne pourra pas me prendre en charge chez moi. C'est-à-dire que c'est une médecine qui est toujours dans la logique de tant qu'il reste un petit souffle de vie, on va la garder, alors que la personne ne le souhaite pas. Et donc, mais ma question est, on disait depuis le début que vieillir et mourir sans tabou, c'est une problématique de la société française actuelle. C'est une problématique sociétale. On a parlé des soignants, on a parlé des moyens, on a parlé de la politique, mais vous avez bien vu, moi je ne suis pas d'ici, hein, j'ai une culture orientale, et donc moi la question que je pose c'est, mais au niveau de la société, qu'est-ce qui est vraiment fait pour que le français actuellement regarde en face cette vieillesse qui est normale et qui est naturelle, et cette mort qui est normale et qui est naturelle, et que la mort n'est pas un échec, mais c'est juste la continuité de la vie. Merci à qui pourra me répondre. Une très belle conclusion. Je ne sais pas si on peut répondre, comme Marie le dit, c'est une belle conclusion et ça ouvre encore à d'autres rencontres et discussions et elles sont fondamentales. Moi, je pense qu'on va s'arrêter ici. Donc, je vais remercier tous les participants en n'ayant pas en tête tous leurs noms. Donc, alors, merci, voilà. à Monsieur Roquebert, à Marie Duenzel, à Marlène Collineau, à Miguel Jean et à Rodolphe Moquet d'avoir participé à ce débat.